Bonjour Pierre, alors je suis très heureuse de te recevoir pour cette première rencontre à cœur ouvert, rencontre sous les auspices de l'amour, l'amour de l'art, l'amour des gens, des uns, des autres, l'amour de la musique, vaste sujet. Pour cette première rencontre, donc j'aimerais que tu nous parles un peu de toi et que, premièrement, que tu nous parles de quelles sont tes origines et d'où tu viens. Bon, d'abord, merci à toi Béatrice de nous accompagner. Merci à Alex, le restaurateur du restaurant Le Mica, au port d'Argelès, de nous accueillir. Merci au public qui est venu, essentiellement des amis que tu connais, quelques-uns que j'ai pu rencontrer depuis mon arrivée ici le 15 avril. Nous sommes aujourd'hui le 12 ou 13 octobre, Le 13 octobre. donc 6 mois plus tard. Tu me demandes quelles sont mes origines. Je vais te dire une banalité, mais ça n'en est pas une. Mes origines, c'est mon père et ma mère. Ma mère, c'est les Raguaises, de l'Aveyron, de la montagne, dur, âpre. Mon père, origine alsacienne, de la plaine, beaucoup plus têtu et obstiné, plutôt alémanique. Donc je cumule un petit peu ces deux qualités ou défauts, c'est selon. Hein. Les origines, c'est cela, donc, d'un certain point de vue. Mais d'un autre point de vue, mes origines, c'est étrange, mais je dirais que c'est dans les voyages que je les ai toujours retrouvés. Une sorte de point de fuite permanent. Jamais l'étape finale, toujours une nouvelle étape à reprendre, un voyage en permanence. Mon origine, en fait, c'est la quête de cet idéal que la vie a façonné en moi, l'éducation, les gens, l'actualité, le passé, l'avenir, tout ça. Tout ce que je suis aujourd'hui, c'est ce que j'ai été. Et ce que j'ai été, curieusement, c'est ce que je serai. Mes origines, c'est tout cela. Il n'y a pas d'origine, en fait. Il y a un devenir permanent, un changement permanent. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, mais Écoute, je suis toujours du fait de ce que je viens de dire, je suis toujours dans l'insatisfaction, dans la quête, dans le désir. Je ne suis jamais satisfait. Quand on sait que satisfaire, ça veut dire en faire assez. Je n'en fais jamais assez. Alors je pense qu'à partir de là, on peut jeter les jalons d'une compréhension pour ce qui me pousse, l'action, agir en permanence. Celui qui n'agit pas est mort. Les cimetières sont totalement inactifs, on aime bien s'y reposer le moment venu. Voilà, c'est pour le moment ce que j'ai à dire pour mes origines. Un peu long peut-être, j'espère pas ennuyeux. Donc Pierre, tu viens d'Afrique où tu as passé de longues années. Là ça fait 6 mois que tu es en France, tu as passé combien d'années en Afrique? Alors là, je viens d'Afrique, effectivement. L'Afrique, c'est un continent. Hein. Alors, je viens plus précisément
on va dire de la Côte d'Ivoire, où j'y ai passé 3 ans dans les années 80. Et plus récemment, j'ai passé 17 ans donc en Afrique subsaharienne, c'est-à-dire principalement au Bénin et au Cameroun. J'y ai été professeur de philosophie, mais pas seulement. J'avais demandé à quitter l'Alsace parce que je vivais avec une Camerounaise, c'était mon épouse et c'était la montée du Front National. Et au départ, ça ne se ressentait pas, mais par la suite, il y a eu de véritables insultes racistes à l'encontre de mon épouse. Et ce jour-là, j'ai décidé de quitter l'Alsace. Je n'y ai plus remis les pieds et j'ai été chercher un nouveau pays d'accueil. J'en ai trouvé 2, le Bénin et le Cameroun. Au Bénin, j'y ai rencontré, je pense, et certainement, je ne devrais peut-être pas dire ça, je me condamne, mais les plus beaux moments de ma vie. Je ne sais pas s'il y en aurait d'autres comme ça. Au Cameroun aussi, mais bien plus dur, le pays qui m'a appris à vivre, à survivre d'abord. Et je conseille à ceux qui ont du mal à vivre ou à survivre de prendre leur sac à dos et de partir au Cameroun, par exemple. Ça passe ou ça casse. Et s'ils ont vraiment envie de s'épanouir, qu'ils aillent là où c'est difficile. Le pays du Cameroun est un pays très dur et je lui dois tout, en quelque sorte. 6 ans au Bénin, quartier latin de l'Afrique, et 11 ans au Cameroun, où là c'est un pays plein d'épreuves que je souhaite à tout le monde. Voilà ce que je peux dire pour le moment. Merci Pierre. Qu'est-ce qui te pousse et qui te motive à vouloir donc aller à la rencontre des gens, Pierre, à ce qu'ils se rassemblent et si possible s'unissent dans une émotion collective par-delà leurs différences? Ce qui me pousse à aller à la rencontre des gens, c'est l'ennui de moi-même. Je suis seul, je s'ennuie. L'ennui de moi-même. Je deviens très sensible au temps pur. Je m'ennuie. Il faut que je fasse quelque chose. Il faut que j'aille vers l'autre. Et l'autre moi-même que je suis, moi, appelle l'autre que je ne suis pas. Et quand je vais vers l'autre, il m'apporte ce que je ne peux pas découvrir par moi-même, c'est son regard qui m'éclaire sur moi-même. Je ne m'ennuie pas. Arrivé ici à Angeles, en 6 mois, j'ai commencé après avoir réglé certains problèmes d'installation, j'ai commencé à remuer, un peu comme on dirait à un enfant, sois sage un peu, tiens-toi tranquille, arrête de remuer. Mais non, je vais remuer davantage encore. Tant que je suis vivant, je remuerai. Pas ciel et terre, ça c'est déjà en place. Mais je remuerai vers les autres. Je pense qu'on ne peut pas rester comme ça, surtout à notre époque. On voit les gens qui sont en train de se condamner réciproquement à un isolement, un individualisme. Ils deviennent étrangers les uns aux autres. Non. Résistons, allons vers l'autre. Peut-être pas tout donner, peut-être pas, mais donner au moins ce qui permet de nous rassembler. Et qu'est-ce qui permet de nous rassembler? Alors je sais qu'on a des clés toutes faites, on appelle ça l'amour. Il y en a même une là, une toile qui illustre cette idée. L'amour c'est un grand mot, mais simplement un sourire, une rencontre, un mot. Un clin d'œil, je ne sais pas, la reconnaissance de l'autre, tout simplement. Ça permet de construire un monde plus humain. Voilà, et moi j'ai envie d'un monde plus humain. On a des enfants autour de nous qui sont, pour ainsi dire, abandonnés. Qu'est-ce qu'on leur montre? Qu'est-ce qu'on leur montre comme exemple? Qu'est-ce qu'ils ont comme exemple? Vous avez le génocide
d'Israël où on fait 50 000 morts parce que les terroristes du Hamas sont descendus de 2 000 Israéliens. Enfin, c'est incroyable, cette banalisation de l'assassinat. Hein. Et puis maintenant, on recommence avec le Liban, et même l'ONU se dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Mais non, mais demandons aux enfants, demandons aux gens de bon sens, c'est eux qui sont l'avenir, c'est pas ces politiques. Moi, j'ai aussi la révolte, moi, il y a un tableau ici qui s'appelle Le Révolté. Et moi, je suis branché dans mes œuvres sur la réalité. Évidemment, je ne sais pas, vous m'excuserez de m'emporter comme ça, mais Béatrice, moi, je dis que ça suffit, ça suffit. Et maintenant, il est temps de se prendre en main. Il y a un monsieur qui était là, très gentil d'ailleurs, qui est venu, il est sensible aux arts, et il me dit, ici, on a plein de wagons, au manque de locomotives. Les wagons, c'était les artistes, les gens qui veulent faire quelque chose, et il n'y a pas de gens qui veulent rassembler et créer quelque chose. Il a tout à fait raison. Moi, je veux être une locomotive. La destination, on la choisira ensemble. Je ne veux pas être un wagon, hein, qu'on gave régulièrement, ça ne m'intéresse pas. La télévision, je veux bien un peu, mais ça suffit. Voilà Béatrice, je crois que j'ai répondu. Mais je crois que tu as répondu en effet. Peux-tu nous dire en quelques mots ce que représente pour toi la création dans le vaste domaine des arts, Pierre? Et que faut-il attendre selon toi? C'est une question immense. C'est une grande question. Ce que représente la création dans tous les arts. C'est la création d'un ordre, c'est la constitution d'un nouvel ordre. L'artiste, sur sa toile, crée un ordre. Le danseur, dans sa chorégraphie, montre, exprime un ordre. Le musicien, la même chose. L'artiste, c'est un homme, un créateur d'ordre. Il crée un ordre. Et il y a dans la mythologie, si j'ose dire, parce que pour moi ça reste la mythologie, il n'y a qu'une seule personne qui a été capable, si c'en est une d'ailleurs, qui a été capable de créer l'ordre, c'est Dieu. L'artiste, c'est l'homme qui se fait Dieu. Il crée un ordre. Et cet ordre que l'artiste crée survit à l'artiste. L'œuvre de l'artiste, elle acquiert une nouvelle vie. Et quand on dit que l'artiste s'immortalise à travers son œuvre d'art, bien sûr, il s'immortalise pas au sens où il renaîtrait avec sa chair et tout ça, mais il revit une nouvelle vie dans un dialogue avec les nouvelles générations successives. L'œuvre d'art ne meurt pas et l'artiste ne meurt pas. Voilà ce que représente pour moi la création artistique. C'est une voie, V-O-I-E, une voie d'éternité. Voilà. Je m'excuse, mais c'est ma philosophie comme ça. Pour un philosophe, ça tombe bien. tu nous parles de ta philosophie. Bah, écoute, j'ai envie de te demander aussi quel est le souvenir qui t'a le plus marqué lors de tes expositions, qu'elles ont lieu en France, en Europe ou en Afrique. Est-ce qu'il y a un événement qui a été marquant pour toi? Et est-ce que tu as envie de nous en parler, de nous raconter? Oui, j'ai beaucoup d'événements, mais j'en ai peut-être quelques-uns que je peux raconter, si possible, brièvement. C'était à Colmar, en Alsace, au musée Bartholdi, la maison natale du créateur de la Statue de la Liberté. Nous y avions une exposition avec mon frère jumeau, et dans la salle d'exposition, on était là, on regardait les œuvres, enfin les gardait, on était là, on était présent comme artiste, et il y a un Allemand qui est arrivé complètement, comment je pourrais dire ça, excité, il se précipite dans la salle du musée Bartholdi, donc il se précipite vers nous. Et il dit, monsieur, il dit, qu'est-ce qu'il a? Il est agressé, il a quoi cet homme? Et il me dit, monsieur, est-ce que vous avez un soleil couchant? Un soleil couchant. Monsieur voulait acheter une toile avec un soleil couchant. Alors, je lui ai répondu, c'était une réponse quasiment spontanée, monsieur, si vous voulez un soleil couchant, vous n'avez pas besoin d'aller bien loin. Vous sortez en fin d'après-midi, vous allez juste au pied des Vosges, juste à côté là, et vous y verrez la ligne bleue des Vosges avec le soleil couchant.
Nous, ici, on n'a pas de soleil couchant, on a autre chose. On n'est pas ici pour reproduire et imiter la nature. Un autre, pour moi, c'est des micro-événements, mais qui m'ont façonné. Toujours dans cette même salle, il y a un autre, c'était un couple de Balois, donc de Bâle en Suisse, et ils ont dit, le couple, le monsieur est venu, a dit, oh, ce triptyque, donc un tableau à 3 panneaux, il était passionné envoûté par ce tableau qui représentait d'ailleurs un échiquier avec un bras qui lançait un dé. Et moi, c'est encore un autre débat qu'on pourrait avoir. J'ai toujours eu du mal à vendre mes œuvres. Ça ne se vend pas une œuvre, ça ne se vend pas, c'est pas une marchandise. Et j'étais embêté parce qu'il a dit, combien, moi je ne pouvais pas, je dis, écoutez, vous voyez le tableau, on va s'adapter au tableau. Et si vous êtes d'accord, on va jouer le prix du tableau, on va le jouer au dé, comme sur le tableau. Il n'a pas fait d'histoire, hein. Il a dit qu'il n'y a aucun problème. Nous avons joué, et c'est tombé sur le 1 ou le 6, je ne sais plus, mais c'était un moment très fort, puisque je n'avais pas la responsabilité de la vente du tableau. C'était le destin. D'ailleurs, le tableau s'appelait La Destinée, donc il tombait pile poil. Cette initiative a été reproduite, mais là avec beaucoup plus d'intérêt, à mon avis, au Côte d'Ivoire, au Crystal Palace, le grand hôtel de Douala, où on m'avait invité pour le pot de fin de séjour au Cameroun à faire une exposition. Mais toujours le même débat, un artiste est incapable de donner le prix de son œuvre. Demander à une mère combien vaut son enfant, c'est une question absurde. Bon. Et j'avais donc dit, moi je ne peux pas vendre de tableau, je ne peux pas fixer le prix. J'avais dans la tête cette petite musique de ce musée là de Colmar, et j'ai dit on va jouer le tableau. Mais il y avait encore un point que je voulais pousser plus loin, c'était la question de comment dire ça, de la perception du tableau lui-même. Je voulais même que le tableau ne soit pas visible, qu'on joue un tableau pour l'acheter, entre guillemets, mais sans le voir, sans l'avoir vu. Comme des supermarchés ont fait des ventes de caddies avec des objets emballés, de la marchandise. Les gens se sont précipités dessus, ils mettaient 250 € et ils avaient un caddie plein de rien du tout, de rien, je ne sais pas. Bon, ils étaient contents. Là, j'ai fait un peu la même chose, mais plus loin, un peu plus poussé, parce que le supermarché a fixé son prix, moi je ne l'ai pas fixé. Mais l'œuvre était emballée. Toutes les œuvres dans cette exposition étaient emballées dans du papier craft. Il n'y avait que le titre des tableaux. Donc celui qui voulait un tableau, il choisissait en fonction du titre, n'avait pas de document, rien du tout, et il prenait son dé et il jouait. Ça tombait sur le 1, 200 000 francs CFA, jusqu'au 6, 600 000 francs CFA, et il avait son titre, il disait voilà, je veux ce numéro-là, et voilà, et après il pouvait déballer devant tout le monde, et voilà. Il découvrait son œuvre. Et découvrir son œuvre. Alors ce qui est intéressant dans cette démarche, c'est un peu différent de celui qui entre dans une galerie et qui dit combien ça coûte. Hein. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une confiance dans l'artiste, préalable. Oui, puisqu'on ne sait pas ce qu'on a, quelle œuvre on achète. Parce qu'on achète une œuvre et on ne sait pas ce qu'il y a. Sans l'avoir vu. Hein. Alors que je pourrais être un escroc. Hein, et je suis pas, je ne sais pas. Mais en tout cas, je pense que je ne le suis pas pour la circonstance. Et je ne vais pas mettre la personne devant un tapis. Tu veux un tapis, voilà, c'est un tapis qui est comme ça, qui a une trame, etc. Mais tu ne peux pas le voir, tu me fais confiance, tu prends pas. Et le prix, c'est pas moi qui décide. C'est le hasard ou la destinée. Moi, je suis un peu un Ponce Pilate de l'art. Je me lave les mains. Voilà. Donc j'avais envie aussi de te demander comment tu vois la suite de ces rencontres à cœur ouvert. Bon. Alors, Béatrice, je te signale quand même, ou je te rappelle, que c'est toi qui, lors d'une rencontre, une première rencontre, qui m'as parlé d'organiser une rencontre. C'est bien cela. Donc je te remercie aujourd'hui, puisqu'on envoie déjà les premiers effets.
Mais en même temps, en me posant cette question et dans la finalisation de ce que je peux constater, les gens présents ici, et avec le tempérament que j'ai, je dis c'est pas possible, on ne va pas en rester là. On ne peut pas en rester là, on ne doit pas en rester là. Cette rencontre, elle nous a donné la clé pour ouvrir une autre porte. Et j'entends bien tout à l'heure demander aux personnes ici présentes de nous faire l'honneur et au moins l'amitié de revenir à la prochaine rencontre accompagnés de 3 personnes, chacune, de leur environnement. C'est pas que je vise la quantité, c'est pas ça, mais c'est en choisissant tous ces gens qui se choisissent entre eux, qui se cooptent, qu'on va définir la qualité de notre prochaine rencontre. Et bien sûr, leur nombre en sera d'autant plus augmenté. Et plus nous allons acquérir de qualité, plus nous allons acquérir de quantité, et ainsi de suite. Donc, je ne vois pas la fin, sauf à dire, comme ça m'est arrivé à l'époque à Colmar, comme le restaurateur qui nous accueillait, à un moment donné, ne pouvait plus contenir dans sa salle les gens que j'invitais une fois par mois au café philosophique Les Lumières, que j'avais fondé. On avait commencé à 10 ou 15 personnes, on n'avait plus la place, on a dû aller à Emmaüs, on avait invité des prostituées, on a dû aller dans une jardinerie pour Alsace Nature et l'association des chasseurs. On avait terminé à plus de 220, avec la police qui voulait quadriller tout ça. Bon, bref, c'était plus possible. Et bien moi, j'aimerais qu'on en arrive là, un petit peu comme une casserole, dans laquelle une petite révolution. Non, moi je ne suis pas un révolutionnaire. Et si je l'étais, je ne le dirais pas. Hein. Mais un peu comme une casserole où on met du lait dedans et on a une cuisson à induction, on ne se rend pas compte, surtout qu'on était au gaz avant. Ça peut vite monter, oui. Et on ne se rend pas compte que ça monte vite. Alors on s'est dit, bon, je viens de le mettre, et puis on va, je ne sais pas, aux toilettes, on va ouvrir la fenêtre dans sa chambre, et quand on revient, il y a du lait partout. Hein. Alors moi, j'aimerais bien justement qu'à défaut de révolution, on ait cette ébullition et qu'elle soit communicative. Et puis on attendra quand l'institution viendra nous voir. Hein. On lui dira ce qu'on a à lui dire, tous ensemble. Voilà, c'est ce que j'ai à dire. Je ne suis pas révolutionnaire, ou si je le suis, je ne sais pas. Bon. En tout cas, merci beaucoup. Merci à toi, Pierre. Pour cet accueil. Et puis je vais m'en ouvrir tout à l'heure au public, là. Allez, on va aller les voir. On va aller les voir, on va aller parler de tes tableaux. Merci beaucoup. Merci à toi, Pierre. Et puis, merci pour cette première rencontre. Merci. Bah oui, merci Alex.